Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire secteur public, les clés pour maîtriser le recouvrement de vos IJSS. Je suis Roch Lacroix, chef de projet événementiel sur l'expertise RH public chez Aiming et je suis ravi d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Donc, ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes afin de répondre à l'ensemble de vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le replay sera disponible à la fin de cette session. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet qui se trouve en haut à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire. Au programme de ce webinaire, nous vous donnerons d'abord un contexte et le cadre légal des IJSS, puis nous vous donnerons les clés pour atteindre un taux de recouvrement optimal en y allouant le moins de ressources possible, sans oublier de vous partager notre expertise sur les pièges à éviter absolument. Enfin, comme je l'ai dit plus tôt, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. À présent, je suis ravi d'accueillir Christian Zamora, manager et expert des IJSS chez Aiming. Bonjour Christian. Bonjour à tous et à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, dans un premier temps, du contexte sur les IJ. Et je vais commencer avec une analyse du taux de l'absentéisme. Donc, je me focaliserai sur la maladie ordinaire et l'accident de travail. Et vous avez ici des chiffres qui ont été publiés en 2025 sur une analyse de l'absentéisme sur les maladies ordinaires. Donc, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, on a un taux d'absentéisme sur les maladies ordinaires entre 2021 et 2024 qui reste stable par rapport aux années analysées. En revanche, sur le graphique de droite, on peut voir que la durée, elle, a augmenté, passant de 37 jours en 2021 à près de 40 jours en 2024. Donc cette augmentation est de l'ordre de 11%. Donc on se rend compte que même si le taux d'absentéisme reste stable, en fait, aujourd'hui, c'est la durée des absences qui progresse et qui se représente aujourd'hui comme un des enjeux principaux sur la maladie ordinaire. En ce qui concerne les accidents de travail, donc sur le taux d'absentéisme ici, par contre, on peut voir une évolution entre 2021 et 2024, avec une augmentation passant de 1,08% à 1,17%. Et quant à la durée, on se rend compte ici, en revanche, qu'il y a vraiment une progression d'année en année, pour atteindre 80 jours en 2024 avec 69 jours en 2021. Donc globalement, sur l'accident de travail, on constate qu'il y a une augmentation du taux d'absentéisme et également une croissance d'année en année de la durée de ces absences-là. Donc sur ces motifs d'absence, une action sur la prévention des risques vraiment est très importante pour essayer de réduire la durée de l'absence et en même temps d'essayer de maîtriser ou en tout cas de stabiliser le taux qui augmente. Maintenant qu'on a vu ces évolutions-là, on va échanger un peu sur les enjeux qui sont liés au contexte aujourd'hui, légal, social et économique, donc très évolutif. Donc, dans un premier temps, on se retrouve en 2025 aujourd'hui au milieu finalement de ce qui avait été signé dans la Convention d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie, qui avait formalisé en fait une diminution des effectifs de près de 1700 ETP, et notamment au sein des caisses et des réseaux CPM, et surtout pour la gestion en fait des réclamations et des demandes des entreprises. Donc cela aujourd'hui amène en fait une augmentation des délais de traitement, une difficulté pour l'ensemble des acteurs en jeu de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil pour résoudre des dossiers. Et finalement, en fait, cette situation-là va finalement se dégrader puisqu'ils sont qu'au milieu en fait de leur objectif et la diminution continuera jusqu'en 2027. Ensuite, il y a une deuxième chose importante qui s'est mise en place cette année, au 1er avril 2025, c'est le décret 2025-160, qui est relatif, lui, au plafond de revenus qui sert de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'arrêt maladie. Et en fait, ce décret-là va venir diminuer le plafond
pour la prise en compte et le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, et passant ce plafond-là de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Donc concrètement, à compter du 1er avril 2025, vous l'avez peut-être constaté, mais le montant d'IJSS versé dans le cadre d'arrêt maladie a diminué. Et cette diminution-là, finalement, reporte la charge auprès des employeurs lorsqu'il y a du maintien de salaire, puisque l'IJSS sera inférieur et du coup, le maintien de salaire sera supérieur. Et troisième point, c'est la disparité, finalement, de traitement entre les différentes caisses. On avait un délai moyen de 27 jours de traitement en 2019, il est passé à 33,5 en 2024, et celui-ci a encore augmenté en 2025, et c'est principalement lié au premier point que l'on a vu sur cette slide. Deuxième point, pour ceux qui sont surtout en région nantaise, peut-être que vous avez remarqué des forts en fait des délais très importants de traitement, puisque aussi au sein des caisses, surtout Atlantique Vendée, ils sont en fait sur le changement de logiciel qui a aujourd'hui en 2025 amené énormément de retard de traitement. Donc tout ce contexte-là, finalement, n'aide pas dans le traitement des IJSS et surtout dans la récupération de ce qui est dû aux employeurs. Ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment l'enjeu sur les IJ et l'enjeu au niveau de vos services. Donc la gestion de l'absence en paye, en fait, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, c'est un enjeu de ressources, donc les ETP pour le traitement de l'IJ. Donc, dans le cadre de ce traitement-là, nous, on estime que pour avoir un traitement optimal, il faut considérer à peu près une personne temps plein pour gérer l'équivalent de 500 000 euros d'IJSS par an. Cette gestion-là, c'est non seulement le recouvrement de l'IJSS, mais la gestion de l'absence, c'est-à-dire la saisie de l'arrêt, la réception de l'arrêt, le contrôle de l'arrêt, la saisie en paye, le recouvrement et le suivi auprès de la CPM et le passage en paie des IJSS après réception. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il y a un enjeu de trésorerie qui, finalement, d'année en année, celui-ci devient de plus en plus important. Donc, il y a en moyenne 350 euros d'IJSS par collaborateur et par an, avec aujourd'hui un constat qui est fait de près de 20 à 30% d'IJSS qui ne sont pas recouvrés. Et même après la mise en place d'actions spécifiques, il faut se dire qu'il y a à peu près 10% d'IJSS qui seront passés en perte, puisque on a un délai de forclusion qui, lui, est de 27 mois et qui, à chaque trimestre passé, vient finalement perdre le trimestre le plus ancien. Il y a un relèvement du SMIC aussi qui vient naturellement gonfler le montant des IJSS. Alors cette année, avec la diminution du plafond sur la maladie, ça s'est un peu stabilisé, mais à compter de l'année prochaine, finalement, celui-ci viendra à nouveau mécaniquement augmenter le montant des IJSS qui sont attendus. Donc, je vous ai mis un exemple pour une collectivité de 300 contractuels en autogestion, gérée par finalement le service paye et les gestionnaires de paye. On constate généralement que pour cette population-là, il y a à peu près 42 à 45 000 euros d'IJSS non recouvrés sur une période qui est non prescrite aujourd'hui, et dont à peu près 10 000 euros qui seront passés en perte chaque année. Troisième point, ce sont des enjeux de continuité opérationnelle. Donc, c'est comment réussir finalement avec une augmentation de l'absentéisme, une augmentation de la durée et de notre côté, une augmentation des durées de traitement auprès des caisses avec moins de personnel de leur côté pour pouvoir répondre aux questions. C'est comment continuer à avoir une efficacité opérationnelle et un recouvrement qui soit efficace. Et le dernier point, c'est l'enjeu d'engagement collaborateur et de marque employeur. Un absentéisme bien suivi, ça permet aussi finalement de montrer aux collaborateurs que le service paye est présent dans les moments difficiles qui sont les moments d'absence du collaborateur. Et ça permet d'avoir un soutien lorsqu'ils en ont besoin. Donc petit rappel, pour un ETP, c'est 500 000 euros d'IJSS. Et ce qui est constaté aujourd'hui en moyenne sur l'ensemble finalement des collectivités que l'on accompagne, c'est 20 à 30% d'IJSS non recouvrés tous les ans, avec les risques finalement de forclusion.
Dernier point, c'est une bonne question qu'on peut se poser, c'est subrogation ou pas, et finalement, qu'est-ce que aussi l'avance d'IG aux collaborateurs. Donc je pense que, comme certains d'entre vous doivent le savoir, il y a eu un projet qui a été plusieurs fois finalement euh, ajourné, c'est l'obligation de mise en place de la subrogation dans la fonction publique d'État. Donc aujourd'hui, on a un terme qui a initialement été 2025, qui est passé début 2026, qui maintenant se retrouve à mi-2026. Donc on ne sait pas si celui-ci sera encore repoussé. Mais il y a cette obligation de mise en place de la subrogation dans la fonction publique d'État qui va arriver. Et ensuite, en fonction de ça, nous, on s'est posé la question aussi de l'avance d'IJSS lorsque vous faites la subrogation. Je sais que c'est pas forcément aujourd'hui la règle sur les collectivités, mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir donner finalement toute la visibilité nécessaire pour pouvoir avoir un bon suivi du recouvrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement l'avance d'IJ lorsqu'il y a subrogation? C'est que vous allez verser directement au collaborateur les IJ qu'il aura droit lorsqu'il y a finalement une absence. Et ensuite, vous allez aussi verser une indemnisation complémentaire que l'on appelle le maintien de salaire. Et ce sera ensuite à vous, et la charge sera de votre côté, pour pouvoir récupérer ce montant-là auprès des caisses. Donc, je vous ai mis un schéma sur cette slide pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc, vous connaissez le schéma classique de la réception de l'arrêt, la saisie en paye de cet arrêt-là. Tout l'enjeu ici, ensuite, après saisie, c'est de pouvoir faire cette avance d'IJSS. Comme ça vous donnera l'objectif finalement chiffré et du nombre d'arrêts et du montant qui est attendu. Ensuite, la subrogation démarre avec la déclaration, alors soit de la DSL événementielle, soit finalement de l'attestation de salaire. Et ensuite, on a le cheminement classique de l'analyse du remboursement, des appels auprès des caisses si l'arrêt n'est pas remboursé, et faire les actions nécessaires pour pouvoir récupérer ce remboursement-là. Donc cette avance, finalement, il y a un délai forcément entre le moment où vous avancez les J et la récupération, mais ça donne vraiment la possibilité d'avoir aujourd'hui un suivi précis et des enjeux en termes de recouvrement de JSS et des montants. Et en travaillant avec les services de comptabilité, vous pouvez aussi avoir finalement l'écart, donc ce qui vous donnera la possibilité et de suivre certains KPI et de vous d'avoir de la visibilité sur ce qui est attendu. On ne t'entend pas. Ah, je pense qu'il y a un problème technique sur le son de Rock. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Oui. c'est qu'on va mettre. Ah, c'est revenu. Pardon. Donc, dorénavant, je vais vous passer le premier sondage que vous voyez à l'écran. Donc, le taux de recouvrement de vos IJ est-il un KPI que vous suivez? Ce sondage va durer afficher automatiquement l'ensemble des statistiques de ce petit sondage. Puis ensuite, Christian fera un petit commentaire à ce sujet. Je pense qu'il doit rester une vingtaine de secondes afin que vous puissiez tous et toutes répondre à ce sondage. Plus beaucoup de temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat participant situé en haut à droite. Voilà, les statistiques sont publiées. Donc, nous avons 50% de oui et 50% de non concernant le taux de recouvrement de vos IJ. Est-il un KPI que vous suivez? Donc, je laisse Christian répondre. Alors, c'est une égalité parfaite. Bon, je vois qu'il y a eu 8 répondants, donc c'est peut-être pas représentatif. En tout cas, ce sondage-là, on le fait assez régulièrement dans le cadre de webinaires que l'on anime, et c'est vrai que là, on voit qu'au fil du temps, il y a une augmentation de la part de oui, donc maintenant qui vient s'équilibrer. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque finalement, ça veut dire que ce sujet-là est de plus en plus pris en compte par les services paye et la direction, qui permet de suivre ces IJ. Après, bien évidemment, que ce soit un KPI de suivi, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut mettre en place toutes les actions nécessaires pour essayer finalement de récupérer ces montants d'IJSS.
Merci Christian. Donc, je vous propose maintenant de passer à la suite sur une question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le remboursement des IJSS est-il automatique ou pas? Et on va pouvoir y répondre au travers de 6 clés que je vais vous donner pour pouvoir avoir un recouvrement efficace. Donc, premièrement, il ne faut pas penser que le processus de remboursement est automatique. Je vous ai mis à l'écran les causes les plus fréquentes de non-remboursement, ce qu'on a pu constater, nous, au fil des années, auprès des différents acteurs que l'on a accompagnés. Donc, la tendance qui se dessine le plus, hein, bien évidemment, c'est les 34% que vous voyez en bleu. Et finalement, cette part-là correspond aux arrêts de travail qui ne sont pas reçus par les caisses. Donc, on a beau penser que sur un SARFA d'arrêt de travail, au dos, bien évidemment, il y a toute la démarche à réaliser. Mais au final, je pense que peu de collaborateurs retournent ce SARFA-là et vont lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Donc, il y a aujourd'hui, en fait, cette part-là reste stable au fil des ans. On n'a pas vu de diminution. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer aussi auprès des collaborateurs, leur indiquer ce qu'ils ont à faire. Ensuite, il va y avoir une part importante, ce sont les 14% en jaune et les 8% en gris. Donc ces deux-là viennent ensemble, puisque les 14% sont liés à des attestations de salaire ou des DSN qui ont été rejetés, qui nécessitent une action supplémentaire pour renvoyer une attestation rectificative, ou les 8%, tout simplement, ce sont des attestations qui n'ont pas été réalisées. Donc si on regroupe les deux, ça reste finalement la deuxième cause la plus importante après les arrêts de travail non reçus par les caisses. On peut penser, pour ceux qui ont mis en place la DSN événementielle, que ça finalement résout pas mal de problèmes. C'est pas forcément le cas, puisqu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que même si la DSN événementielle est transmise, si elle n'est pas tout à fait correcte, elle est simplement rejetée et ensuite il faudra en faire une nouvelle. Alors que précédemment, lorsqu'on faisait une attestation de salaire sur notre entreprise, la CPM, elle mettait de côté en attendant que l'arrêt de travail soit reçu. Aujourd'hui, si la DSN événementielle est transmise rapidement et que l'arrêt de travail n'est pas encore parvenu, elle sera rejetée puisqu'il n'y aura pas d'arrêt de travail en face. Et ensuite, on a des causes qui sont plus ou moins importantes. On peut avoir les 10% qui sont en bleu et qui sont liés à des écarts liés en fait à la durée de maintien de salaire et de subrogation que vous pouvez appliquer. C'est généralement le cas lorsqu'il y a des erreurs sur les dates de fin de subrogation demandées lors des attestations de salaire et de la DSN. Et ensuite, on a la partie en verte qui, elle, finalement, c'est lorsque le dossier est complet côté caisse d'assurance maladie, mais en fait, ils n'ont rien fait. Et si on ne les appelle pas plusieurs fois pour leur demander et faire des réclamations, et on se rend compte annuellement qu'il y a pratiquement 10% des dossiers qui sont finalement complets de leur côté, mais qui n'ont pas été gérés. Et c'est bien souvent le cas lorsque c'est le service payeur de la CPM qui n'a pas fait le travail de mettre en paiement les IJSS. Et donc ça passe pas nécessairement par un appel auprès des caisses pour pouvoir faire une réclamation. Deuxième cas de figure, pour éviter les pertes, bon, c'est assez simple, il faut traiter les IJSS au fil de l'eau. Mais pourquoi il faut le faire? Et là, je vous ai mis un graphique pour que vous puissiez voir finalement ce qu'on appelle nous la courbe de recouvrabilité d'une IJSS. Donc vous avez d'un côté finalement le pourcentage de réussite et ensuite sur la partie basse, c'est la durée de l'absence, donc sur les 27 mois finalement de délai de prescription. Donc vous avez en grisé la courbe théorique. Donc sur le principe, on peut penser que jusqu'à 27 mois, jusqu'au délai de forclusion, on peut faire une action pour récupérer les IJ. En pointillé, vous avez la pente théorique des personnes, des collaborateurs finalement qui quittent les effectifs. Et ensuite, vous avez la courbe réelle qui est en bleu. Et ce qu'on constate, c'est que tout simplement, en fait, vous avez le maximum de chances de récupérer une IJ lorsque vous vous situez dans la première année de déclaration de l'absence. Passer ce délai-là, finalement, en fait, la possibilité de récupérer baisse drastiquement, puisque vous allez avoir des départs d'entreprise, vous allez avoir aussi des dossiers qui sont assez complexes. Et aujourd'hui, avec les délais de traitement CPM qui peuvent aller finalement jusqu'à 5-6 mois sur certaines caisses, vous allez très rapidement atteindre le délai de forclusion.
Donc, comment arriver à avoir un taux optimum? C'est finalement d'être assidu dans le traitement, avoir une bonne organisation et finalement réaliser les actions au plus tôt. Et au plus tôt, ça veut dire pouvoir suivre mensuellement les arrêts qui ont été déclarés et non remboursés pour pouvoir faire l'action au plus tôt parce que les délais sont très très longs. Clé numéro 3, comment réussir aujourd'hui à être efficace dans son traitement? C'est de mettre en place une organisation spécifique qui passe par 4 piliers. Premier pilier, le traitement au fil de l'eau. Donc en fait, c'est vraiment se dire, il faut que mettre en place des moments dans le mois pour pouvoir faire cela. Être assidu dans ce travail-là, avoir une organisation qui permet d'avoir des jours dédiés tous les mois et s'y tenir pour pouvoir faire le recouvrement et le suivi des absences, pour pouvoir faire des actions le plus rapidement possible, comme je le disais. Deuxième point, c'est gérer les anomalies. Donc, comprendre techniquement les problèmes. On sait que par moment, on a des problèmes sur certains arrêts qu'on n'a pas rencontrés plus tôt, donc c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment contacter les caisses le plus rapidement possible, essayer de se renseigner sur les solutions possibles. En faisant ça, forcément, on va gagner de l'expérience sur les différents cas de figure qu'on va rencontrer, et ce qui permettra ensuite de proposer des solutions de manière autonome et rapide, et de pouvoir être très réactif dans ce que l'on va faire, et de pouvoir aussi poser un diagnostic sur le motif de blocage et l'action à réaliser le plus vite possible. Troisième point, c'est de pouvoir s'adapter à la situation. Donc il y a, on le sait tous, des situations difficiles auprès des collaborateurs. Donc il faut déjà se mettre à la place aussi du collaborateur et se dire que il n'a pas forcément compris toutes les règles. On l'a vu tout à l'heure, 34% d'arrêts non remboursés, puisque les absents n'ont pas été, les arrêts de travail n'ont pas été envoyés aux caisses. Donc il faut déjà s'assurer que le collaborateur il a compris ce qu'il a à faire. Et si c'est pas le cas, il faut essayer d'être le plus pédagogue possible pour expliquer finalement ce qu'ils ont à réaliser. Et ensuite, il faut être efficace aussi par rapport à l'objectif, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'arrêts en suivi, certains qui vont avoir des montants très importants sur des accidents de travail qui sont longs, sur des congés maternité. Et donc, il va falloir, dans des objectifs, puisqu'on sait que dans les services payés, vous avez des charges de travail qui sont assez importantes, de pouvoir se focaliser sur des absences à fort enjeu et tout en vérifiant à chaque fois, bien évidemment, les délais de forclusion et ensuite vérifier les causes de blocage. Si c'est une cause qui permet d'être résolue parce que vous avez accès à l'information et vous la transmettez, c'est une chose. Si elle nécessite de contacter le collaborateur, de lui demander de faire des actions, il faudra peut-être prioriser ce dossier-là puisqu'il va avoir un laps de temps nécessaire pour pouvoir faire des actions. Et ensuite, dernier point, c'est vraiment l'intégration avec les différents services. Donc, l'IJSS et l'absentéisme, c'est vraiment le cœur du service paye. Côté comptabilité, ils vont recevoir les paiements CPM, et donc c'est très important de pouvoir intégrer ce travail-là et de pouvoir bien communiquer entre les différents services pour avoir un bon suivi des KPI, comme on l'a vu, et des enjeux. Et puis si on a des gestionnaires RH qui sont plus proches des collaborateurs, de pouvoir aussi les solliciter lorsqu'on a besoin d'échanger avec un collaborateur. Et après, bien évidemment, l'intégration aussi vient dans le service paye avec le calendrier de paye que vous avez sur finalement l'enjeu le plus important de la paye, c'est de pouvoir respecter ce calendrier-là, se faire les saisies en paye et émettre des bulletins de salaire, payer les salaires. Voilà sur cette gestion efficace. Clé numéro 4, pardon, c'est de mettre en place une veille dédiée. Alors la veille, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir déjà récupérer quotidiennement, ou en tout cas hebdomadairement, les montants qui ont été payés par les CPM pour pouvoir faire un bon suivi des arrêts remboursés et ceux non remboursés, de pouvoir contacter les caisses qui sont compétentes, donc celles du domicile du collaborateur, systématiquement lorsqu'il n'y a pas de remboursement pour pouvoir comprendre les points de blocage, mener les actions en paye ou auprès du collaborateur. Donc, s'il faut demander au collaborateur de renvoyer un duplicata d'arrêt, donc c'est de le contacter rapidement, ou des actions en paye si nécessaire. Et éventuellement, pour vous faciliter le travail, vous avez la possibilité de vous doter d'outils de réconciliation. Il en existe plusieurs sur le marché qui vous permet d'avoir de la visibilité sur ce que vous avancez en IJ, sur vos absences
sur ce qui a été payé et qui vous fait gagner beaucoup de temps. Clé numéro 5, communiquer les règles aux collaborateurs. Donc ça, j'en ai parlé, on a vu, c'est le principal motif de blocage. Cette communication est très importante, donc il faut le faire de manière pédagogique. Donc, nous, on recommande de faire ça semestriellement et de pouvoir communiquer aux collaborateurs finalement ce qu'ils ont à faire. Vous êtes en arrêt de travail, pensez bien envoyer le volet 1 et volet 2 à votre caisse de rattachement, le volet 3 à l'employeur sous 48 heures. Donc, rappelez finalement leurs obligations, quels sont les délais. On peut rajouter dans cette communication-là, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais depuis cette année, vous avez la fin en fait de ce qu'on appelait la prise en compte du week-end dans les arrêts de travail. Donc aujourd'hui, un arrêt qui finit le vendredi, si le collaborateur retourne voir son médecin le lundi, la CPM ne prend plus en compte le samedi-dimanche comme la prolongation d'arrêt et ça ne sera pas indemnisé. Donc c'est là où il faut communiquer auprès des collaborateurs, leur expliquer que les règles ont changé et que s'ils ne se sentent pas bien, il faut retourner voir son médecin le vendredi pour que l'arrêt coïncide et finalement soit continu de la première absence. Et deuxième point important, c'est s'assurer à l'embauche de nouveaux collaborateurs qu'ils ont bien fait les démarches d'affiliation au régime. Donc, vous pouvez avoir par exemple des collaborateurs qui étaient étudiants, vous pouvez avoir des collaborateurs qui venaient d'un autre régime, comme la mutualité sociale agricole, et donc s'assurer finalement qu'ils font bien ces démarches-là dans les temps au démarrage. Comme ça, le jour où ils seront éventuellement absents, la CPM, en fait, l'immatriculation sera faite et la prise en charge sera très rapide. Et dernier point qui, pour le coup, est le moins, on va dire, le plus compliqué à mettre en place, ce sont ce qu'on appelle, nous, les mesures coercitives. C'est-à-dire que, après avoir fait un bon suivi d'IGSS, expliquer aux collaborateurs ce qu'ils ont à faire. Donc, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas envoyé leur arrêt de travail, nous, ce qu'on recommande, c'est de pouvoir faire des relances. Alors, que ce soit des relances par courrier, ça peut être des relances par email, ça peut être un contact par téléphone au départ, mais il faut quand même garder de toute façon un écrit. Donc, je vous recommande de faire des relances par courrier et de faire 2 relances auprès des collaborateurs. Certains ne feront rien. Et en fait, il faut que vous preniez en compte aussi, qu'est-ce qu'on fait si le collaborateur ne fait absolument rien. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller au bout de la démarche et finalement de régulariser en paye l'absence qu'il a eue. Donc, si le collaborateur n'a pas envoyé son arrêt de travail, finalement, ça serait une absence maladie non payée. Et là, pour le coup, vous allez régulariser ça. Le bon suivi permet aussi auprès des caisses de se rendre compte qu'il y a soit eu des sanctions CPM, donc lorsque le collaborateur a envoyé ses arrêts de travail en dépassant le délai nécessaire. Donc là, la CPM, en général, sur le premier, deuxième arrêt, elle remboursera correctement. Et ensuite, si la personne envoie ses arrêts toujours en retard, elle va émettre des sanctions à 50% ou voire des sanctions à 100%, elle ne remboursera pas l'IJ. Et là, pour le coup, même chose, il faut régulariser en paye puisque ce n'est pas à vous de supporter finalement cette sanction-là. Ou dans le cas où le médecin conseil estime que l'arrêt a été consolidé avant la date de fin d'arrêt, normalement, il avertit le collaborateur, il lui indique qu'il doit reprendre le travail. Certains ne vous communiquent pas cette information-là, restent en arrêt jusqu'à la fin de l'arrêt, mais vous n'aurez pas d'IJSS sur la période entre la date où le médecin considère qu'il doit reprendre le travail et la reprise effective. Donc la même chose, il faut régulariser en paye. Donc ce suivi-là, j'insiste sur cette part-là pour vous éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, les pertes d'IJSS chaque année, c'est de pouvoir mettre une organisation complète qui permet de contacter les CPM pour comprendre la raison, de faire des actions auprès des collaborateurs lorsqu'ils ont des obligations et qu'ils n'ont pas tenu leurs obligations, et d'aller jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir faire des régularisations en paye, pour soit passer des IJSS, des absences en absence injustifiée non payée, ou éventuellement, si le collaborateur a perçu directement les IJSS à votre place, de pouvoir faire ces régularisations-là, soit en lui demandant de vous rembourser, soit en
faisant une saisie en paye directement. Merci Christian. Donc, je vais passer au dernier sondage. Donc, dans votre structure, quelle proportion de leur temps passent vos gestionnaires de paye au recouvrement de vos IJSS? Il y a donc plusieurs propositions qui s'affichent. Comme tout à l'heure, je vous laisse une minute. Je reprécise que juste après, dans la dernière partie, ce sera la dernière partie donc, vous pourrez poser l'ensemble de vos questions dans le chat participant situé en haut à droite de votre écran. Nous avons déjà quelques questions qui ont été posées au cours de ce webinaire auxquelles nous allons répondre, mais vous pouvez toujours poser vos questions et dans la limite du temps imparti, si cela dépasse, nous reviendrons vers vous par mail afin d'y répondre. Je pense qu'il doit rester une vingtaine de secondes pour répondre au sondage. Bien sûr, j'ai vu la question passer. Vous pouvez télécharger le contenu dès lors en bas à droite dans la catégorie ressources de la plateforme, qui est donc la présentation de ce webinaire. Donc voici les résultats. Donc concernant les répondants, nous avons une majorité de personnes, 71%, qui ont répondu 2 jours par mois, soit 15 répondants, c'est déjà plus représentatif que tout à l'heure. 0 jour par mois de personnes, 5 jours par mois, donc en soi une semaine, 14% de personnes, donc 3 personnes, et plus de 5 jours par mois, une seule personne. Donc je laisse Christian commenter ces résultats. Alors, au vu des résultats, je vois que une très grande majorité, c'est 2 jours par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'activité de gestion de l'absence, dans sa globalité, c'est à peu près 30% du temps d'un ETP en paye, ce qui équivaut à 5 jours par mois. Aujourd'hui, le recouvrement des JSS devient de plus en plus complexe, donc il faudrait en général plus de 2 jours par mois pour avoir le temps. Alors, on n'a pas la réponse ici, on ne peut pas poser la question, est-ce que les 2 jours des 71% de répondants suffit? Très probablement pas, mais on sait très bien aujourd'hui que c'est assez compliqué. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a quand même une forte proportion de personnes qui passent minimum 2 jours. Je vois quand même qu'il y a 10% qui ne passent absolument aucun jour sur cette partie-là. Il faudrait quand même essayer d'y allouer du temps. On va maintenant passer par la partie questions. Donc Christian, tout d'abord, quand l'employeur passe en perte des IJSS, a-t-il le droit de demander au salarié les IJSS qu'il lui a versés dans le cadre de la subrogation? Alors ici, en fait, idéalement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir, avant de passer ces pertes-là, parce qu'on part du principe qu'on passe en perte lorsqu'on a atteint le délai de forclusion, c'est de pouvoir faire un suivi avant ce délai-là, pour pouvoir faire les actions nécessaires auprès des collaborateurs et ensuite de pouvoir lui reprendre si nécessaire. Je pense que ça peut être un peu compliqué lorsque vous passez en perte des IJSS, donc après ces délais de 27 mois, de le reprendre directement au collaborateur si aucune information ou action n'a été faite auprès de lui. Donc là, je pense plutôt finalement sur il pourrait ne pas comprendre et ça pourrait être, je pense, assez compliqué, même juridiquement parlant, si vous ne démontrez pas que vous avez fait peut-être une ou deux relances pour lui indiquer qu'il y a une obligation de sa part, je pense que ça pourrait être assez compliqué. Donc c'est pas, on peut le faire, mais on peut le faire tout simplement si le suivi a été réalisé, que les relances ont été suffisantes auprès du collaborateur. Et là, en général, on le fera avant finalement d'atteindre le délai et de passer en perte. Seconde question, merci Christian. Je te la mets aussi dans notre chat afin que tu comprennes mieux, vu qu'il y avait des précisions. Donc, comment déclarer sur Net Entreprise avec une attestation de salaire 1 au 10 plein traitement, et donc subrogation, du 11 au 15 sans traitement, et donc pas de subrogation, puis du 16 au 30 plein traitement, et donc subrogation. Je te l'ai mis dans le chat. C'est ça. Alors celui-ci est assez particulier puisque en fait le problème qui peut se rencontrer, c'est lorsqu'on fait une première attestation de salaire.
on va déclarer directement une date de fin de subrogation. Et la CPM, en fait, lorsque vous allez faire une preuve, donc là, on part du principe que dans ce cas de figure-là, c'est un arrêt qui se suit, finalement. Idéalement, tout simplement, ça serait de déclarer une attestation avec une subrogation jusqu'à la fin du plan de traitement, jusqu'au 30. Même si ensuite vous allez reverser les IGSS en paye du 11 au 15. Parce que la problématique, c'est que si vous faites une première attestation en bornant la subrogation au 10, donc la première période de plein de traitement, le risque, c'est que la CPM, finalement, ne reprenne pas, dans le cadre d'une attestation rectificative, le versement à compter du 16, si finalement, de son côté, il n'y a pas eu d'arrêt de versement. Donc, c'est notre recommandation, c'est de faire une déclaration vraiment jusqu'à la fin de la deuxième période de plein de traitement et de reverser ensuite au collaborateur les IGSS pour la période de son traitement. Merci Christian. Autre question, j'ai fait la subrogation des IJSS à mon salarié, mais je n'ai toujours pas reçu le remboursement de la sécurité sociale, car la salariée n'a pas transmis son arrêt de travail à la CEPAM. Si elle ne le fait pas, est-ce que je peux récupérer sur son JSS versé? Alors là, je pars du principe, vu qu'au moins la question a été posée, qu'il y a une avance d'IGSS qui a été faite à la saisie de l'arrêt. Donc oui, si votre collaborateur n'a pas envoyé son arrêt de travail. Alors, idéalement, il faut bien évidemment l'informer et lui demander d'envoyer cet arrêt-là. S'il ne le fait pas, vous avez la possibilité de récupérer cette avance d'IJ, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la subrogation et l'avance d'IJ, donc le terme de subrogation, c'est que vous vous subrogez dans les droits du collaborateur à perception d'IJ, et l'avance d'IJSS, c'est que vous faites une avance sous condition de remboursement, donc c'est qu'une avance. Donc là, si finalement l'IJSS n'est pas remboursé, vous avez la possibilité, mais il faut informer le collaborateur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut lui envoyer un courrier lui indiquant qu'il a eu un arrêt de travail, qu'il y a une certaine période qui n'a pas été remboursée parce que les arrêts de travail n'ont pas été transmis à la caisse, et qu'à compter de la paye du mois 2, qu'il faudra préciser, un montant sera récupéré, en précisant le montant à récupérer, et ensuite, bon, à vous aussi de voir si le montant est important, de mettre éventuellement en place un échéancier. Et lorsque vous envoyez ce courrier-là, laissez suffisamment de temps au collaborateur pour éventuellement vous contacter pour résoudre le problème différemment. Mais vous êtes en droit, si vous avez fait une avance d'IJ, de récupérer ce collaborateur n'a pas tenu ses obligations. Merci Christian. Une autre question, quel délai limité, quel est le délai dans la durée pour le remboursement des IJSS? Alors là, je pense qu'on parle de période de prescription. Donc aujourd'hui, la période de prescription CPM, c'est 24 mois et le trimestre en cours. Donc ce qui est important pour pouvoir calculer ce délai-là, c'est de toujours vous placer par rapport au trimestre dans lequel on se trouve. Donc aujourd'hui, on est début octobre, donc on est sur le 4e trimestre 2025. Et donc c'est toujours 24 mois à compter du début du trimestre. Donc là, vous allez pouvoir revenir et demander les remboursements sur les absences à compter du 1er octobre 2023. Et ce, jusqu'à la fin de ce trimestre-ci. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, la date du 1er octobre 2023 ne bougera pas. Quand on passera au 1er janvier 2026, on sera sur un nouveau trimestre et ça sera à compter du 1er janvier 2026 qu'il faudra calculer, moins 24 mois. Donc on sera au 1er janvier 2024. Et ainsi de suite. Donc ça bouge par 24 mois. Et ensuite, sur le trimestre en cours. Autre question, comment faire lorsque le praticien ne signe pas l'avis d'arrêt de travail pour se faire payer les IJSS et qu'il est impossible d'en avoir une copie? Bon, c'est un cas de figure assez compliqué. Alors, lorsque le praticien ne signe pas l'arrêt de travail, c'est ce qu'on appelle, nous, une erreur sur arrêt de travail. Donc, soit c'est une erreur de saisie de numéro de sécu, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon du médecin. Donc là, finalement, c'est au collaborateur de faire le nécessaire. Alors, impossible d'avoir une copie, sauf si le praticien en question est parti à la retraite. Mais là, pour le coup, finalement, c'est pas à l'employeur qu'incombe cette responsabilité, c'est au collaborateur. Donc, s'il n'a pas la possibilité, par tous les moyens possibles, de fournir un arrêt de travail complété correctement, vous serez en droit, comme j'ai répondu sur la question précédente, de reprendre les IGSS si la CPM n'a pas un arrêt conforme.
Merci Christian. Comment faire lorsque le praticien... pardon. Euh, Doit-on déduire la pension d'invalidité lorsqu'il remplace les IJSS? Alors, cette question-là est assez complexe. Il faut pas déduire. Enfin, la pension d'invalidité, c'est vraiment un sujet spécifique. Donc, c'est au-delà de l'IJSS. Alors, c'est important pour vos collaborateurs de pouvoir faire cette demande-là. Alors, c'est pas mon sujet de prédilection sur les invalidités parce que c'est au-delà de ce qu'on fait habituellement. Je me note la question et je reviendrai vers vous sur la personne qui a posé cette question-là pour pouvoir y répondre précisément. Enfin, comment faire lorsque le praticien ne signe pas l'avis d'arrêt de travail pour se faire payer les IJSS et qu'il est impossible d'en avoir une copie? Ah, celle-ci, j'ai déjà Je crois répondu. que Ouais, celle-ci, c'est oui, a ça. déjà été répondue. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions, à moins que d'autres personnes souhaitent en poser encore dans le peu de temps qui nous reste. N'hésitez pas, le chat des participants. Euh, Et suite à ma question plus, vous dites de reverser directement à l'agent des IJ, mais par quel moyen sur le bulletin? Bah là, tout simplement, c'est de passer une écriture en paye sur le bulletin. Donc, lorsque vous percevez les IJ, alors, pour ceux, par exemple, aujourd'hui, qui ne font pas d'avance d'IJ, je pense que la pratique, vous la connaissez, vous allez percevoir de l'IJSS net et vous allez passer sur le bulletin ce montant-là. Donc, vous allez avoir un IJ, sur le bulletin l'IJSS brut qui arrivera dans le brut et ensuite l'IJ net en bas de bulletin qui sera reversé. Donc, c'est un jeu d'écriture en paye où il suffira tout simplement de saisir si vous avez une rubrique d'IJSS net, le montant en question. Donc, lorsque vous avez fait, si on revient à la question, hein, avec une première période avec du plein de traitement, ensuite pas de traitement, puis plein de traitement, vous allez avoir de l'IJSS sur la période complète qui sera reversée au collaborateur sur son bulletin. Merci Christian. Et comment faire quand c'est pas le même médecin qui fait l'arrêt initial? Alors là, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les CPM, en fait, ont de plus en plus de mal à rembourser un deuxième arrêt. Alors, je pense que là, c'est une question liée peut-être à une prolongation qui est faite par un médecin différent. Ce n'est plus accepté, sauf si c'est dans le cas, par exemple, où vous avez eu un premier arrêt initial lié à un passage aux urgences, où là, en fait, c'est le médecin urgentiste qui a fait le premier arrêt, et ensuite, c'est le médecin traitant qui fait la prolongation. Par contre, si la personne voit son médecin traitant en première intention et qu'ensuite voit un autre médecin, la CPM va demander à votre collaborateur d'aller voir son médecin traitant pour lui prescrire un arrêt sur la même période. En fait, la CPM n'accepte plus ces cas de figure-là. Il n'y a que des cas spécifiques, c'est si c'est le médecin urgentiste ou si c'est un médecin spécialisé, spécialiste qui vient prolonger sur une pathologie spécifique. Mais si c'est un arrêt maladie simple, il faut que ça soit le même médecin. Merci Christian. Je pense que nous en avons fini avec les questions. Merci beaucoup pour ton expertise, ta présence. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez donc également retrouver l'ensemble de nos webinaires RH sur notre site internet aiming.fr dans la rubrique événements et webinaires. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le support de la présentation du webinaire dans la catégorie ressources qui se trouve en bas à droite de la plateforme. J'ai bien vu que pour certains, ce n'était pas le cas. D'après Webikeo, il suffit de rafraîchir la page afin de le retrouver. Si cela persiste, n'hésitez pas à nous contacter par mail et nous ferons une joie de vous envoyer le support de présentation. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci à tous et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.